Bonsoir à tous. Je suis Pascale Samuel, conservatrice pour l'art moderne et contemporain Hommage. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour une table ronde autour de la personnalité d'Esther Karp, à laquelle nous consacrons donc actuellement une exposition temporaire jusqu'en juillet 2022. Voilà, donc cette soirée... 23, bien sûr. Ça commence mal, c'est le stress. Voilà. C'est le micro, j'ai pas. Bref. Alors, ça marche encore, oui. Alors, cette soirée aurait pu prendre le titre de Recherche Esther Karp désespérément, pour paraphraser la chanson de Madonna, une façon de souligner le lien que chacune d'entre nous avons tissé avec Esther Karp. Alors, si certains ne connaissent pas Esther Karp, je vous mets à l'aise, c'est normal. Pour ma part, j'ai découvert son existence en commençant à travailler Hommage en 2019 dans le cadre de la préparation de l'exposition Paris pour école, donc consacrée aux artistes juifs de l'école de Paris. Tous ces artistes qui avaient en commun, non pas de partager un style, mais de venir d'ailleurs et d'avoir choisi d'exercer à Paris dans le premier quart du XXe siècle. Esther Karp était l'une d'entre eux. En quelques mots, qui est Esther Karp ? Alors, elle est née en Pologne en 1897, s'est formée à Vienne, a ensuite collaboré avec les artistes du mouvement d'avant-garde Young Yiddish, à Łódź en 1921, puis elle s'est installée à Paris en 1925, a fait des allers-retours avec la Pologne entre 1931 et 1935, et elle s'installe ensuite définitivement dans la capitale. Esther Karp va exposer dans les salons, mais aussi dans les galeries, fréquenter le cercle des artistes de l'école de Paris, et pourtant, elle va tomber dans l'oubli. Les intervenantes de ce soir vont chacune revenir sur une facette de la trajectoire artistique et personnelle de cette artiste. Avec elle, nous allons essayer de mieux connaître, de mieux comprendre pourquoi, comment cette femme artiste qui laisse derrière elle une œuvre singulière, abondante, lumineuse, a pu devenir invisible pour les historiens de l'art jusqu'à tout récemment. Avant de leur laisser la parole, je voudrais quand même vous raconter ma rencontre avec Esther Karp. La première personne qui m'a parlé d'Esther Karp, mon micro ne marche pas bien, hein ? Si ? La première personne qui m'a parlé d'Esther Karp, je voudrais lui rendre hommage, c'est Nadine Niezaver, auteure du dictionnaire des artistes juifs de l'école de Paris. Lors de notre première rencontre, elle me dit « Pascal, vous avez regardé Esther Karp ? C'est une artiste intéressante. » Je n'avais pas regardé Esther Karp et c'est comme ça que pour moi, le dossier Esther Karp a commencé. Quelques mois plus tard, c'est Didier Schulman, alors directeur de la bibliothèque Kandinsky, qui me parle du travail d'une de ses étudiantes de l'école du Louvre qui vient justement d'entreprendre le premier travail universitaire sur cet artiste. Hasard ? Peut-être pas. Dans mon métier, il faut parfois croire aux signes. Un peu plus tard, je me plonge dans les archives du GAJEF, l'association des artistes juifs de France créée en 1945, et je constate là aussi la présence d'Esther Karp dès les premières expositions du groupe en 1946, aux côtés de Michel Kikoïn, Per Hellman, Léon Hindenbaum, Michel Adlen, Borwin Flankel, Glicka, Isaac Dobrinski, Arthur Kolnick et David Garfinkel. Puis en travaillant sur les archives du journaliste de langue yiddish Erfenster, je recroise Esther Karp, d'abord dans son carnet d'adresses, puis quelques mois plus tard dans la collection qu'il a rassemblée avec des œuvres qui ont été majoritairement données par les artistes eux-mêmes. Il n'y avait aucun doute, ils se connaissaient très bien. Puis c'est Annette Wieworka qui contacte le Marge parce qu'elle cherche des informations, elle aussi sur Esther Karp, en réalisant des recherches pour le livre qu'elle vient de publier sur l'histoire de sa famille. Ça commençait à faire beaucoup de signes. Parfois aussi, vous le savez, quand on cherche, les choses viennent à vous. C'est ainsi qu'en 2020, 5 tableaux d'Esther Karp ont été donnés au musée grâce au don, justement, de Nadine Niezaver, suivi quelques mois plus tard du don d'une boîte à chaussures qui contenait justement des archives d'Esther Karp avec des courriers en yiddish, des documents administratifs, des photographies. Et ce don nous a été fait donc par la Villa Vassiliev peu avant sa fermeture.
Un peu plus tard encore, je rencontre un collectionneur passionné, un conservateur du Yiddish Book Center et l'équipe de la bibliothèque polonaise qui eux aussi cherchent Esther Karp désespérément. Donc je récapitule. Après une année d'enquête, nous avions des œuvres, des archives, un petit réseau de collectionneurs et un premier travail universitaire sur lequel s'appuyer pour préparer une exposition sur celle que le critique d'art de la presse yiddish Shilhar Nosson désignait comme une des artistes les plus intéressantes de l'école de Paris. Alors, pour rendre compte de sa trajectoire artistique qui s'entremêle avec son histoire personnelle et la grande histoire, je vais maintenant donner la parole aux 5 spécialistes qui viendront chacune donner un éclairage complémentaire. Alors, je vous présente Agnieszka Wajtryk, docteur en histoire de l'art et membre de l'équipe artistique de la bibliothèque polonaise, Natalia Krynika, responsable de la bibliothèque MEDEM, Maison de la culture yiddish, qui a participé récemment à la publication par l'Université de Łódź d'un ouvrage sur les livres d'artistes de la maison d'édition Verlag-Archid en 1921, qui est une merveille. Et enfin, Agathe Veil, doctorante à l'EHESS et auteure du premier travail universitaire sur Esther Karp sous la direction de Didier Schulman. La boucle est presque bouclée. Mais pour comprendre Esther Karp, il faut aussi rentrer dans son intimité, sa fragilité psychologique. Et pour ce faire, nous serons rejoints donc tout à l'heure par Nathalie Zajd, haute maître de conférences en psychologie à l'Université de Paris 8, et Anne-Marie Dubois, responsable scientifique des collections du Musée d'Histoire de l'Hôpital Sainte-Anne. Voilà pour le programme de ce soir. Un très beau panel d'intervenantes. Le plus difficile sera de tenir les délais. On espère voilà, 1h30, 10 minutes chacune, c'est le challenge que vous avez ce soir. On va commencer par vous, Agnieszka. Justement, vous allez nous parler de l'histoire familiale d'Esther Karp, qui n'est pas encore Esther Karp. C'est important de le mentionner. C'est encore alors Estera Karp. Et vous allez justement revenir sur cette histoire qui commence dans une famille juive de Skierniewice en Pologne. Merci beaucoup Pascal pour cette présentation et l'invitation surtout. En effet, croyez-nous, l'histoire de Esther Karp est une histoire personnelle, mais ensuite, c'est devenu une vraie enquête. Enquête a donné la parole à cette artiste femme oubliée que j'espère aujourd'hui on peut faire ressurgir de l'espace de l'oubli d'histoire. Donc moi, je vais vous parler tout d'abord pourquoi, en fait, à la bibliothèque polonaise, qui n'est pas très loin d'ici, on s'est intéressé beaucoup à l'histoire d'Esther Karp. On était contacté par un collectionneur passionné qui est parmi nous, Fabien Bouglet, et tout d'un coup, après avoir vu quelques images, quelques pièces de sa collection, on s'est rendu compte qu'il s'agit d'une artiste véritablement exceptionnelle. Et comme à la bibliothèque polonaise qui accueille une collection importante de la peinture des artistes de l'école de Paris, entre autres, on s'est commencé à intéresser vivement à Esther Karp. Donc vous voyez sur ce premier diapo 3 images, 2 images en diagonale à gauche je vais essayer de le dire, c'est ça, donc d'Esther Karp, le 2 pianistes et une barque. Ensuite, à droite, vous voyez Boleslas Biegas, qui est un artiste moderne, artiste de Montparnasse, et dont le style nous a fait penser énormément à la réflexion picturale d'Esther Karp. Donc, vous voyez déjà l'histoire de marche, des artistes en marche, c'était la première question qu'on se posait. Mon intervention va consister alors à vous présenter le contexte topographique
de parcours d'Esther. Je vais parler de son petit voyage, grand voyage en fait, de Skierniewice, où elle est née, le 17 décembre 1887. Vous voyez ici, alors sur cette photographie très touchante, faite par son père, Lippmann Karp, elle qui est dans un cercle entourée par ses sœurs, Rivka, Perele, Shitva et Hanka. Merci beaucoup. Et Hanka. Donc vous voyez tout de suite qu'on est plongé dans le milieu familial dans lequel a vécu Esther. Elle était donc fille de Lippmann Karp, qui était l'un des premiers propriétaires, fondateurs de l'atelier photographique. Et si vous voyez bien, ici, il y a des cartes de visite de Lippmann Karp qui vous montrent bien qu'il n'a pas seulement l'atelier à Skierniewice, mais qu'il avait aussi deux autres à Rawa et Nowe Miasto et à Biała. Donc vous voyez les filières de ce premier qui principalement va installé à Skierniewice. Vous voyez aussi ici le petite image qui donne sur la rue où serait trouvé l'atelier de Lippmann Karp, dont je vais encore revenir. Et vous voyez aussi un petit exemple de la production de son père. Alors, vous voyez, Skierniewice, on peut penser que c'est un petit bourg polonais. Pas du tout. En fait, l'histoire a fait que, en effet, encore au XIXe siècle, c'est une petite ville oubliée, un peu, qui appartenait à l'Empire prusse. Mais grâce à l'installation à l'entreprise de chemin de fer en 1845, chemin de fer qui reliait Varsovie avec Vienne, cette ville a connu un énorme essor économique et où effectivement on remarque l'activité de minorités juives très dynamique. Et pour vous donner un exemple, communauté juive en 1819 faisait partie de 12% de la communauté de Skierniewice. En 1847, c'était 36%, tandis qu'en 1860, la communauté juive faisait partie de 44,5% de la communauté, de la population de Skierniewice. Et bien évidemment, à partir de cet essor économique, on voit apparaître dans le tissu urbain les monuments, les lieux de rencontre, le lieu de prière, de culte, ainsi de lieux d'échange des Juifs. Ce qui est aussi intéressant, c'est que donc, je vous marquais ici sur la carte. J'ai trouvé une site merveilleuse de monuments historiques polonais qui montre tout ce monument historique. Et vous voyez que ces monuments de culte juif ou de marché, ils sont aussi entourés par les autres religions, les protestants, les catholiques. Donc, on peut de toute façon parler d'une sorte de mosaïque sociale ou métissage culturel qui s'est opéré à partir de la seconde moitié du XIXe siècle jusqu'à les années 20 du XXe siècle. Et
bien évidemment, quelle place la minorité juive occupait, c'était bien évidemment au commerce, mais c'était aussi l'activité reliée l'édification des casernes, donc aux usines aux briqueteries, par exemple, et aussi de restauration. Et en 1918, parce que j'arrive à ce moment-là crucial quand Esther, probablement, car elle est partie en voyage pour la première fois, donc probablement elle était à Vienne ou elle rentrait de Vienne. Le Skierniewice était vraiment un lieu culturel, centre culturel. C'est 60% des habitants de Skierniewice savaient lire. Donc, il s'agit aussi, si vous voulez, d'un petit centre, mais connecté à la fois à la ville de Łódź, dont ma collègue va parler certainement, et où on voit aussi l'activité artistique d'Esther Karp, mais aussi à Varsovie. Et encore, j'ai oublié de dire, mais ici, je vous montre l'implantation de l'atelier Liebmann Karp, qui se retrouve sur cette avenue la plus grande de Skierniewice, à proximité de la gare, qui était aussi une grande entreprise de la fin du 19e siècle. Qui était aussi, si vous voulez, un symbole de pouvoir de l'Empire prusse auquel ces habitants contribuaient. Et donc, c'est presque fini, presque. Et donc, juste pour vous montrer le voyage d'Esther Karp, il faut prendre en compte de tout ça. De Skierniewice, elle est partie probablement à Vienne, ensuite à Łódź. Ensuite, elle a fait le aller-retour dans les années 30 entre Łódź et Varsovie. Et pour terminer, elle s'est installée à Paris. Un petit mot juste sur ce qui a attiré Esther Karp de revenir dans les années 30 à Varsovie. C'était une société juive de la propagande des beaux-arts qui était une société qui contribuait à organiser des expositions aux artistes juifs car si vous voulez il n'y avait pas beaucoup d'espace de lieu pour faire présenter la création artistique de juifs. Bien évidemment, il y avait par exemple les expositions proposées par l'école des beaux-arts de Varsovie par exemple de Cracovie, mais le choix qui a été fait, l'objectif de la Société juive de la propagande des beaux-arts, c'était justement donner la parole et la présence aux artistes qui n'ont pas pu se présenter ou être formés par ces académies, qui n'étaient peut-être pas encore affirmés complètement, mais qui ont participé aussi à la construction de l'identité juive, qui était largement discutée dans les années 20 et 30 en Pologne. Et donc, à côté de ça, on a la première participation après la deuxième exposition d'Esther Karp, après celle qu'elle a fait organisée avec Leon Zborowski à Paris, à Varsovie justement, qui était commentée dans des critiques des journaux et qui était justement organisée par la Société
juifs de la propagande des beaux-arts. Et vous voyez qu'à partir de ces critiques, on n'a pas des traces, mais on peut peut-être récupérer quelques traces de ce qui a pu Esther Karp représenter. Donc ça, c'est une source, si vous voulez, dans notre enquête sur la biographie de l'artiste. Elle a exposé avec 2 artistes pendant cette exposition. C'était Ephraim Mandelband et Ari Meltzer. Et je vous montre juste cette image d'une autre femme juive très intéressante, une collectionneuse qui était une comédienne, Thea Arciszewska, qui a été une grande... si vous voulez, elle a promu quelques artistes, entre autres Ari Meltzer. Et ce qui reliait tous ces 3 artistes, donc Karp, Mandelbaum et Meltzer, c'était justement leur appartenance aussi à l'école de Paris, ou l'origine de ses séjours à Paris. Et à Paris, parce que de là-bas, elle arrive et s'installe. Elle n'arrive pas comme les autres artistes qu'on peut connaître, que vous connaissez peut-être, pas comme Olga Poznańska ou encore Emela Mutter ou Zofia Stryjeńska, qui étaient toutes, si vous voulez, venaient de familles aisées, socialistes. Elle avait pu, d'une manière beaucoup plus facile, accéder à la formation. Esther Karp, elle venait donc de ce Skierniewice qui lui a permis de voyager, à travers ce voyage se former et ensuite chercher à se reconstruire ou chercher à développer son art à Paris dans les années 20 et 30, que vous connaissez, les années folles étaient une grande libération pour les femmes artistes. Donc, c'est ce qu'elle a retrouvé. Et je termine avec cette citation qui vient d'un des plus beaux témoignages sur Esther Karp, de Sheila Ronson. Quand je revois Esther Karp, aussitôt apparaissent devant mes yeux tous les personnages de Montparnasse d'autrefois. Oui. Donc, on ressurgit cet personnage aussi emblématique qui a traversé un parcours long et assez difficile. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup Agnieszka, c'était très intéressant de resituer Esther Karp dans son époque, dans un contexte et dans un milieu, puisqu'effectivement être femme artiste à Paris, en plus d'être étrangère, juive, Esther Karp était sans moyens financiers, c'est vraiment ce qui la distingue de d'autres artistes qui ont laissé peut-être une trace aujourd'hui plus importante comme Emela Mutter, qui avait plus de facilité matérielle, en tout cas, qu'avait Esther Karp au moment de son arrivée à Paris. Merci beaucoup. Alors, on va continuer d'explorer cette première partie de la vie d'Esther Karp, justement en revenant sur la collaboration d'Esther Karp avec le milieu des artistes Young Yiddish à Łódź au début des années 20. Natalia Krynica. Merci beaucoup. Bonsoir. Donc, je vais vous parler de la période łódzkienne d'Esther Karp, qui est, donc cette période est très très peu connue, encore peut-être moins que les autres périodes. Je ne sais même pas si elle arrive à Łódź avant son séjour à Vienne ou après. Donc, dans les articles yiddish que j'ai pu consulter, il semble que c'était peut-être avant qu'elle est arrivée directement de Skierniewice, mais qui est une ville très proche, vous avez vu tout à l'heure sur la carte, mais en fait, rien n'est moins sûr. Donc, à l'époque, elle est toute jeune quand elle arrive à Łódź, c'est probablement fin 1920 ou début 1921. Donc, elle a 23 ans.
voilà, Lodz, à l'époque, c'est la deuxième communauté juive de Pologne. Donc, il y a environ 200 000 juifs, à peu près un tiers de la population totale de la ville. Donc, c'est une ville industrielle, notamment industrie textile. Et la culture yiddish s'y développe, et surtout, donc après la Première Guerre mondiale, c'est le premier centre de l'avant-garde yiddish en Pologne. Donc, après la Première Guerre mondiale, s'y retrouvent 3 personnages qui ont passé tous quelques années à l'étranger et qui ont été en contact avec le futurisme russe ou l'expressionnisme allemand. Et donc, ces 3 personnes, un écrivain et 2 artistes, fondent le groupe Jung Yiddish, Jeune Yiddish, donc un groupe littéraire et artistique. Là, vous voyez Moïse Broderson. Donc, il est né à Moscou, ensuite il a habité à Lodz. Il est revenu à Moscou, où il était en contact avec des artistes juifs d'avant-garde, comme par exemple El Lissitzky. Ils ont ensemble publié ce magnifique livre, Siches Chulin, Conversation courante, où nous voyons déjà donc, cette volonté d'abolir les frontières entre les arts, entre la littérature et des arts plastiques, et un rapport ambivalent à la tradition juive. Donc, d'un côté, c'est la source de l'inspiration, de l'autre côté, on voit une volonté de rupture ou de blasphème. Donc voilà, il se retrouve à Lodz fin 1918 et donc il fonde la revue Jung Yiddish et aussi les éditions Jung Yiddish où va apparaître une dizaine de livres, notamment ses propres recueils poétiques, mais aussi des recueils d'autres auteurs, souvent justement sur ce papier brun comme du papier d'emballage. Voilà. Et donc, lui, les 2 livres sont des exemples des éditions de donc des éditions Jung Yiddish. Et là, donc, il était écrivain, mais il était aussi très doué pour le dessin, et il a illustré plusieurs de ses propres livres, comme celui-ci. Donc là aussi, c'est cette idée de mélanger les arts et les artistes. Là, le deuxième fondateur du groupe Jung Yiddish est Yankel Adler, qui a fait ses études en Allemagne. Et donc, vous voyez ici un exemple une de ces linogravures pour les Jung Yiddish. Mais lui aussi, il ne s'est pas contenté d'un seul domaine. Donc, il écrivait aussi des textes. Donc, ça, c'est Ich sing mein Tfile, je chante ma prière. C'est un texte en prose poétique, disons, où on voit aussi un rapport compliqué à la religion. D'un côté, c'est une prière, de l'autre côté, c'est blasphématoire. Donc, c'est l'artiste qui se compare à Dieu. Donc, c'est le créateur. Oui. Et à côté aussi, vous avez cette illustration de Henoch Baczynski, là aussi, à la fois la tradition juive, et à la fois un blasphème. Voilà. Ici, le 3e membre fondateur du groupe, Marek Schwarz, qui a, avant la guerre, donc avant la Première Guerre mondiale, il a passé plusieurs années à Paris, où il a été un cofondateur de la première revue
d'art juif Mahmadim. Donc, dans son art, on voit beaucoup de motifs chrétiens. Bon, c'est vrai que lui, il s'est converti plus tard au christianisme quand il est revenu à Paris, mais c'est quelque chose de caractéristique pour ces groupes, une ouverture vers d'autres cultures, d'autres religions. Donc là, vous avez cette crucifixion aussi dans la revue Jung Yiddish. Voilà, ici on les voit tous les trois avec le numéro 2 de la revue à la main. C'est une photo assez rare. Et donc là, vous allez voir les 3 numéros de Jung Yiddish. Donc il y avait en fait 6 numéros répartis en 3 fascicules. Et là, donc, vous allez remarquer que les dates sont selon les calendriers juifs, hein, donc par rapport aux fêtes juives. Et donc c'était relativement éphémère. Les 3 numéros ont paru tout au cours de l'année 1919. Voilà, le numéro de Pessah et le numéro, donc, mois qui se lève, donc novembre-décembre. Voilà, donc ici, vous voyez qu'il y a, dans chaque numéro, il y a de plus en plus de collaborateurs, des écrivains et aussi des artistes. Et regardez les sous-titres de la revue, Lieder in Wort und Zeichnung. Là, je ne sais pas si c'est bon. Oui. Voilà, donc des poèmes en paroles et en dessin. Donc ça aussi, c'est l'idée de mélanger les arts, oui, créer une sorte d'œuvre d'art totale, oui, où tout se rejoint, où chaque élément fait partie d'un tout, et là où l'art graphique n'est pas subordonné au texte littéraire, mais voilà, ça joue pour former un tout. Donc maintenant, quelques autres, très rapidement, quelques autres collaborateurs de Jung Yiddish, Yitzhak Katzenelson, donc, qui était un peu plus âgé que les autres. Donc aujourd'hui, il est connu surtout pour son chant du peuple juif assassiné qu'il a écrit pendant la guerre. Mais voilà, à l'époque, il participait au concours d'improvisation avec Moshe Broderson. 3 minutes, voilà. Ensuite, des écrivains beaucoup plus jeunes. Donc là, c'était Chaim Fuchs. Et là, Yitzhak Breuner, Vincent Brauner, un artiste qui a étudié de la musique et de la sculpture en Allemagne, et dont la sœur a été donc Ida Brauner, a été dans le même groupe que Esther Karp, une femme qui a participé dans la revue. Sinon, il y avait plusieurs femmes qui participaient aussi dans les expositions de ces groupes, comme Zofia Gutentag, par exemple, Paula Lindenfeld. Voilà, donc je passe assez rapidement les autres collaborateurs. Et voilà, ici on arrive à Chaim Krull, qui donc un poète qu'il a, avant son départ aux États-Unis, 1922, il a réussi à publier 2 très beaux livres, donc des livres de poèmes, mais très graphiques. Et donc un d'entre eux est publié par cette maison d'édition, Achrit, donc maison d'édition fondée essentiellement par 3 femmes graphistes, peintres. Donc il y avait Esther Karp, fraîchement venue à Lodz, et il y avait 2 autres femmes artistes qui étaient déjà bien, donc qui étaient de Lodz. Ida Brauner, donc fille de Vincent sœur cadette de Vincent Brauner, qu'on a vu tout à l'heure. C'était une famille artistique et musicale.
et Dina Matus. Donc les deux ont déjà participé à plusieurs expositions de Jung Yiddish et ont été, donc Ida Brauner a été aussi secrétaire de la rédaction de la revue. Donc voilà, ces éditions qui sont créées après que les groupes Jung Yiddish s'essoufflent un peu, donc en 1921, c'est déjà le moment où une partie des membres partent à l'étranger. Et donc, là, il publie en 1921 3 livres, donc les 3 artistes qui illustrent, enfin c'est plus qu'illustration parce qu'ici on n'a même pas il n'y a pas du tout de frontières entre les textes et dessins, puisqu'il n'y a pas seulement des illustrations dans les livres, mais les textes lui-même, ce sont des linogravures. Hein, donc les textes déjà est aussi une œuvre d'art. Donc voilà, ça c'est Ida Brauner qui donc, illustre un recueil d'un poète qui est mort très jeune, David Zietman. D'ailleurs, ils avaient tous une passion, pas seulement pour la peinture et la littérature, mais aussi pour la musique. Donc, vous avez vu dans l'œuvre dans la vie d'Esther Karp, c'était quelque chose aussi de très important. Pareil pour les autres. La musique, la danse, ils ont participé à une mise en scène de la pièce d'Ibouk à Lodz, et donc où ils faisaient des costumes aussi et des décorations théâtrales. Voilà, donc là, vous pouvez admirer les 3 livres. C'est vraiment avec une grande émotion que je les ai regardés ici dans une des salles consacrées à Esther Karp. Il y a les 3 livres que je vais vous montrer très brièvement. Donc, vous voyez là les lettres qui sont des linogravures. Et ici aussi les numéros de pages. Donc les pages sont numérotées avec des lettres hébraïques. Et donc ces éditions ont été au départ monochromes, donc il y a 200 exemplaires de chaque livre, et les couleurs ont été rajoutées à la main après, ainsi que chaque exemplaire est en fait différent. Hein. Donc si vous regardez cet exemplaire-là, donc d'un recueil maintenant en allemand. Hein. Donc on abolit aussi les frontières entre les cultures et les langues, hein, parce qu'il y a 2 recueils en yiddish, un en allemand. Et donc si vous les comparez avec celui qui est exposé ici, les couleurs sont tout à fait différentes. Voilà, donc là, Rachel Liebstein et Dina Matus, qui étaient amies, qui ont ensuite habité ensemble en Allemagne, avaient même un groupe révolutionnaire léniniste. Voilà, Dina Matus, on ne sait même pas quand est-ce qu'elle est morte, où elle est morte, dans le ghetto de Varsovie ou à Auschwitz. Donc, très peu de ses œuvres ont été préservées. Et voilà Rachel Liebstein, qui a plus tard vécu en France. Elle était pédagogue et écrivaine, donc connue comme Rachel Mintz ou Munk. Ses archives sont à l'Alliance israélite universelle. Donc elle écrivait entre autres à propos du destin des enfants juifs pendant la Shoah. Voilà. Donc là aussi, souvent il y a donc des motifs de danse, des motifs de figures féminines, motifs musicaux. Voilà. Et on arrive finalement au livre illustré par Esther Karp, Himmel in Abgrund, Cieux dans l'abîme. Donc ça, c'est le texte de Chaim Krul que vous avez vu tout à l'heure, une sorte de poème ésotérique. Et là, donc, c'est le texte sous forme de linogravure. Et donc, à la Maison de la Culture Yiddish, vous trouvez un exemplaire sans couleur, donc comme ça a été publié.
Et ici, hommage, un exemplaire qui était d'ailleurs numérisé, que vous pouvez regarder sur Internet en entier, avec des couleurs. Voilà. Après, on peut éventuellement développer un peu au cours de la discussion. Je vous remercie. Merci mille fois, Natalia. C'était extrêmement important ce soir de rappeler effectivement que Esther Karp est une artiste accomplie, qu'elle a fréquenté des mouvements d'avant-garde et qu'elle n'a pas commencé simplement à travailler en France, mais qu'elle a commencé avec le mouvement Young Yiddish à Łódź et qu'elle s'est frottée à l'avant-garde, à des expériences artistiques tout à fait innovantes. Alors, on va prolonger avec Agathe Veil, justement sur cette période parisienne, celle qui va suivre cette aventure d'avant-garde à Łódź. Et justement, c'est à Paris, peut-être qu'Agathe, vous pourriez nous raconter comment vous avez rencontré, vous, Esther Karp, à travers un fonds extraordinaire qu'est le fonds Marc Vaux. Oui, tout à fait. Je remercie le MAGE de m'avoir invité à participer à cette table ronde consacrée à Esther Karp. Je prends la parole en tant que chercheuse, ayant mené un travail de recherche sur cette artiste juive, polonaise et précaire, marginalisée par l'historiographie occidentale de l'art, qui a dominé au moins jusqu'aux années 1970. J'ai porté mon attention sur Esther Karp au cours de mon mémoire de Master 1, réalisé en 2018-2019, au sein du groupe de recherche Vie d'artistes et histoire des œuvres dans les collections du Musée national d'art moderne, centre de création industrielle, au XXe siècle, dans le cadre de mon Master 1 à l'École du Louvre. En 2018, très peu de ressources documentaires existaient à propos d'Esther Karp. Une courte notice biographique, établie par la marchande d'art Nadine Niezaver, rassemblait rigoureusement les minces informations alors disponibles à son sujet. Mon travail de recherche n'aurait pas pu voir le jour sans l'aide de mes directrices et directeurs de recherche, Mika Gergescu, docteur en histoire de l'art, actuellement responsable du pôle recherche de la bibliothèque Kandinsky, et Didier Schulman, conservateur général du patrimoine, alors directeur de la bibliothèque Kandinsky, ni sans le soutien répété de ma personne ressource, Eva Bobrowska, docteur en histoire de l'art, chercheuse à la Terra Foundation for American Art Europe. J'ai une pensée particulière pour Erez Lévy, traducteur du Centre Medem, pour ses traductions du yiddish au français. Par notre recherche, nous avons souhaité apporter de la visibilité à l'œuvre et à la vie d'Esther Karp. Le fonds photographique Marc Vaux constitue le matériau primordial de notre recherche. C'est par son exploration qu'ont surgi Esther Karp et ses œuvres. Nous avons interrogé ses traces visuelles au regard de documents d'archives polymorphes, en langue française, polonaise et yiddish. Archives personnelles d'Esther Karp, mais aussi presse écrite, catalogue de salon et œuvres littéraires. Mais en quoi consiste le fonds Marc Vaux ? Il comprend 127 654 négatifs sur plaques de verre, répartis dans 11 000 boîtes environ, conservés tout d'abord dans la cave de la maison atelier du photographe Marc Vaux, située dans le quartier de Montparnasse, 114 bis rue de Vaugirard, dans le 6e arrondissement parisien. Marquée à la gouache jaune ou blanche, la surface des boîtes comporte la mention en lettres massives du nom de l'artiste, de la galerie ou du salon auquel se rapporte la réalité historique fixée par Marc Vaux. Ce fonds est acquis en 1980 par le Musée national d'art moderne, centre de création industrielle. Il témoigne de la vivacité de la scène artistique parisienne des années 1920 aux années 1970. Si Marc Vaux a documenté l'œuvre d'artistes aujourd'hui mondialement renommés comme Aurélie Nemours ou Léonard Fujita, il a également photographié celles d'artistes aujourd'hui méconnus, voire oubliés, comme Esther Karp. Au sein du fonds Marc Vaux, 200 plaques de verre témoignent de l'itinéraire artistique d'Esther Karp et de ses conditions socio-économiques. Le lot Esther Karp est majoritairement composé de plaques de verre témoignant de la création plastique de l'artiste, mais comporte également quelques plaques de verre reproduisant 8 documents biographiques, parmi lesquels la copie d'un acte de naissance d'Esther Karp établi en 1901 à Skierniewice.
Comportant ni date ni titre, ces plaques de verre ont été rangées aléatoirement dans 8 boîtes d'archives côté Esther Carpe à la gouache par l'épouse de Marquevaux. Je souhaite à présent traverser avec vous une partie du fonds Marquevaux pour mettre en exergue la précarité socio-économique dans laquelle vivait Esther Carpe, tout en vous montrant la vivacité de son itinéraire artistique par un témoignage littéraire de l'éminent critique d'art Achille Aronson. À Paris, dès 1925, Esther Carpe a plusieurs fois changé de domicile, vivant toujours dans des conditions précaires. Dans son article « Esther Carpe, une artiste peintre originale », paru dans l'ouvrage « Scène et visage de Montparnasse » publié en 1963, le critique d'art Achille Aronson situe le premier domicile parisien d'Esther Carpe aux alentours de l'avenue du Maine, dans le quartier de Montparnasse. Centre artistique cosmopolite dans les années 1920, Montparnasse attire des artistes internationaux. Par son effervescence artistique, ce quartier supplante Montmartre, où a vécu vers 1910 une vigoureuse communauté d'artistes. Dès lors, Montparnasse est une vitrine de la modernité artistique française, un centre de rencontre entre des artistes venus de tous horizons géographiques, formant la polysémique École de Paris. Mais qu'est-ce que l'École de Paris ? Elle ne qualifie pas un style artistique, mais plutôt une réalité historique. Elle rend compte de la présence d'artistes étrangers et étrangères, actifs et actives à Paris dès 1905, parmi lesquels le lituanien Chaim Soutine et le toscan Amedeo Modigliani. L'expression « École de Paris » est utilisée pour la première fois en 1925 dans les colonnes de la revue Comoedia par le critique d'art et peintre André Varnod, selon qui elle renverrait à, je cite, « l'indépendance, la liberté, toutes les formes de l'art vivant, aussi bien abstrait que réaliste ». Fin de citation. Par ailleurs, l'École de Paris comprend de nombreux artistes juifs et juives, dont Esther Carpe, qui transgresse alors l'interdit biblique de la représentation, formulé par le 2e commandement de la Torah, à savoir « Tu ne feras point d'idole, ni une image quelconque de ce qui est en haut du ciel, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux au-dessus de la terre. » Esther Carpe dispose d'une même pièce pour vivre et créer, une chambre-atelier en somme, qu'elle fait apparaître dans plusieurs de ses œuvres. À cet égard, Achille Aronson écrit qu'il, je cite, « savait bien qu'elle vivait dans la difficulté, mais son esprit était toujours optimiste, elle avait toujours le sourire aux lèvres. » Fin de citation. Les plaques de verre du fonds Marquevaux témoignent de cette difficulté, en laissant apparaître la diversité des supports sur lesquels Esther Carpe a peint. La toile étant un support réputé onéreux, elle a recouru à des substituts, contrainte par son faible capital financier. Esther Carpe a notamment peint sur du carton ondulé, probablement matériau de récupération, comme vous pouvez le constater à l'écran. Cependant, l'œuvre d'Esther Carpe n'en est pas moins lumineuse. Dans les années 1930, elle emploie une technique empruntée au peintre néerlandais Vincent van Gogh, dont la luminosité, des touches colorées, s'oppose à l'atmosphère plus sombre de ses œuvres de jeunesse. Achille Aronson témoigne de l'évolution stylistique de l'œuvre d'Esther Carpe au fur et à mesure de ses rencontres avec l'artiste. Il explique qu'en 1925, Esther Carpe, je cite, lui montra ses tableaux « Nature morte, paysage, bouquet de fleurs ». Fin de citation. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Achille Aronson remarque un tournant moderniste dans son travail. Je cite « Peu après la Libération, en 1946, j'eus l'occasion de visiter son atelier rue Guénégaud. Ses tableaux, où rayonnaient lumière et couleur, offraient un singulier contraste avec cet atelier. Je ne reconnaissais plus la peinture d'Esther Carpe. Elle montrait désormais des intérieurs habités de figures féminines attablées, des femmes à la salle de bain, des enfants au jardin du Luxembourg, des scènes de carrousel ou de manège. Toutes ces compositions possédaient une dimension remarquable, accessible, gracieuse, élégante, et la magie des couleurs, leur force lumineuse, leur contraste m'émurent et m'enthousiasmèrent. Si dans ces tableaux réalisés durant l'occupation nazie, je trouvais un lointain écho de Van Gogh, je pus toutefois constater un style véritablement personnel. Fin de citation.
Si le style pictural d'Esther Karp évolue sensiblement au cours des années, on reconnaît néanmoins la récurrence de motifs iconographiques qui le composent, comme en témoignent certaines de ses peintures représentant un tableau. Ici, encore ici, là, ou là, finalement. En effet, les plaques de verre présentes dans le fond Marquevaux donnent à voir les sujets qui demeurent dans les différentes périodes de son itinéraire artistique. Nature morte, de fleurs et fruits, parc parisien, portraits, autoportraits, liturgie juive, monde du travail, ses chambres ateliers, musiciens et instruments de musique. En somme, mon travail de recherche a permis de préciser l'itinéraire artistique d'Esther Karp par l'analyse de sources de nature polymorphe et multilingue. En apportant de la visibilité scientifique à l'œuvre d'Esther Karp, ce travail semble avoir posé des jalons pour les recherches relatives à cet artiste qui se poursuivent actuellement en France et en Pologne. On peut noter que le musée de Skierniewice, ville de naissance de l'artiste, entend lui consacrer prochainement une exposition temporaire. Par ailleurs, les annales du musée de Skierniewice publieront bientôt un article que j'ai rédigé en français à partir de ma recherche, traduit en polonais par Ewa Bobrowska, que je remercie à nouveau. On comprend donc qu'Esther Karp entre dans la postérité artistique par une construction collective. Merci de votre attention. Merci beaucoup d'avoir rappelé effectivement cette présence étonnante dans ce fond photographique qui est ce fond Marquevaux. Une artiste que pourtant on connaît, c'est presque pas, et qui pourtant est l'artiste la plus représentée à travers les photographies qu'en a fait Marquevaux. Donc ça, c'est quand même tout à fait étonnant. Et l'autre chose qui est étonnante et singulière, c'est les images que vous avez montrées, où on voit que sur la même plaque photographique, d'habitude on a une plaque, un tableau. Là, par manque de moyens, Esther Karp s'est arrangée pour faire représenter sur la même plaque photographique jusqu'à 6, voire 7 tableaux en même temps, ce qui est effectivement à la fois la trace des difficultés matérielles qu'elle rencontrait et en même temps d'une obsession. Alors justement, cette obsession va faire le lien avec le deuxième plateau, parce qu'on a vu que c'était une artiste... une femme qui a grandi dans un milieu artistique, qu'elle s'est formée, qu'elle a participé à un mouvement d'avant-garde, qu'elle a fait partie de l'école de Paris, qu'elle a énormément produit. Et pourtant, elle est devenue invisible sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. En tout cas, on a des hypothèses à vous proposer. Notamment, une des hypothèses, c'est qu'elle traverse des difficultés personnelles, notamment sur le plan psychologique, qui vont finalement l'isoler. Et ça va commencer par cette paranoïa. Elle pense, elle croit, on va y revenir avec nos intervenants suivants, qu'on veut voler son travail. Donc cette obsession de la photographie, elle est là aussi parce qu'elle a peur que quelqu'un veuille la copier et que son travail lui soit volé. Merci beaucoup à toutes les trois. On leur posera des questions à la fin de cette table ronde, mais du coup je vais proposer à Nathalie Zajde et à Anne-Marie Dubois de me rejoindre pour justement évoquer cet autre visage, j'ai envie de dire, d'Esther Karp. On a montré un visage artistique, on a montré un visage lumineux, on a montré un visage engagé. Maintenant on va essayer de comprendre qu'est-ce qui dans l'intimité fait que peut-être Esther Karp est devenue invisible parce qu'elle n'a à un moment donné, plus souhaité montrer son travail. Merci à toutes les trois. Vous nous rejoindrez pour les questions à la fin. Merci beaucoup à Nathalie Zajde et à Anne-Marie Dubois d'explorer avec nous. C'est vraiment explorer. Là, on va essayer de faire plus une exploration, justement, de cette personnalité intranquille. Je ne sais pas si le mot, vous trouverez qu'il est bien choisi. Elle était intranquille, en tout cas, Esther Karp. Elle avait peur, elle avait des bonnes raisons, j'ai envie de dire, d'avoir peur dans les années 40. Mais on va revenir donc sur cette vie personnelle intranquille qui va avoir une influence aussi finalement sur sa vie de peintre, sa vie d'artiste.
même si ce qui est incroyable chez Esther Karp, c'est qu'elle ne va pas cesser de travailler, de dessiner tout au long des années d'internement qu'elle va traverser. Nathalie, on va commencer avec vous. Vous qui êtes enseignante en psychologie à l'université, qui avez découvert ce travail d'Esther Karp, quel regard justement on peut poser sur cette œuvre singulière avec aujourd'hui peut-être les outils de la psychologie d'aujourd'hui? Alors, écoutez, Pascal, on se tutoie, on se vous voit, enfin, faut se vous voyez. Bon, d'abord, je voulais vous remercier, Pascal, de m'avoir invité de m'avoir fait découvrir en fait une personne et une œuvre qui depuis donc me quitte plus. Je suis tombée amoureuse d'Esther Karp et je suis tombée amoureuse des œuvres que vous m'avez fait découvrir. Et puis donc je voulais vous remercier de m'avoir fait découvrir quelque chose. L'Azman Azeh, il y a une prière chez les Juifs. On remercie Dieu de nous avoir fait vivre jusque-là. Donc je remercie Dieu de m'avoir fait rencontrer Pascal, qui m'a fait vivre jusqu'au présent, puisque qui m'a permis de découvrir cette œuvre. Et puis je remercie le mage, je remercie Monsieur Salmona de nous permettre ce soir de redonner vie à quelqu'un. C'est quand même c'est génial. Elle est morte et puis hop, ce soir, ça y est, elle revit. Et donc, dès qu'on peut redonner la vie, on est content. Et quelque part, elle a cherché ça, puisqu'elle est venue comme ça, régulièrement. Je vois où vous voulez en venir. Chez les Juifs, les morts, ils sont là, ils sont pas là, ça dépend. Et puis des fois, enfin bref, on va. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est une idée que j'ai soumise. Alors, Pascal m'a dit, vous allez nous parler de la psychologie d'une femme qui a apparemment eu pas mal de problèmes. Moi, la psychologie, je connais, surtout avec les vivants. Avec les morts, je connais aussi pas mal, en fait. C'est un peu ma spécialité aussi. Mais il faut que les vivants soient possédés par les morts. Mais là, peut-être que Pascal est possédé par... Oui, c'est ça, en fait, ça y est, je viens de comprendre. Merci. Alors donc, j'ai parlé des œuvres d'art. Moi, j'adore, c'est idiot de dire ça, j'aime l'art. Mais la psy... les interprétations psy sur l'art, j'aime pas du tout. C'est-à-dire, la psy, c'est de la psy, j'adore ça. L'art, c'est l'art, j'adore ça. Mais quand on essaie de... Bon, mais enfin, elle m'a demandé de le faire. Donc moi, je suis une femme soumise. Vous pouvez demander à mon mari, il dira que non, mais c'est pas vrai, je suis soumise. Et donc, j'ai fait ce que m'a demandé Pascal. Enfin, j'essaye. Donc, c'est des hypothèses. Alors, on y va. C'est toujours intéressant de croiser les regards. Alors... ça commence comme ça. Enfin, moi, je commence avec... Alors, j'ai eu, grâce à Pascal et Adrien, son ex-collègue, j'ai eu accès à des documents. Enfin, ils m'ont donné des documents. Moi, j'ai dit, je ne peux pas vous parler de quelqu'un qui était en psychiatrie si vous ne me dites pas un peu de quoi, de qu'est-ce. Donc, ils m'ont procuré des... Alors là, on ne voit rien du tout. Mais ils m'ont procuré plein de documents. Et moi, je voulais donc vous faire des propositions à partir de ce qui se passe pour elle en 1941. Esther Karp est hospitalisée d'office. Alors, hospitalisation d'office, tout le monde sait ce que c'est. Enfin, elle se retrouve à l'hôpital contre sa volonté. Et pourquoi elle est hospitalisée d'office? Parce que, comme on dit dans notre jargon, apparemment, elle décompense. Enfin, peut-être qu'elle a eu des épisodes comme ça, psychiatriques compliqués avant, mais en tout cas, voilà, là, en 1941... Elle décompense et elle se retrouve donc hospitalisée d'office à l'hôpital de Villejuif. Et le diagnostic général, c'est elle est atteinte d'une psychose hallucinatoire, prédominance des interprétations délirantes, idée de persécution, sentiment d'influence. Donc, pour être hospitalisé d'office, il faut 2 certificats médicaux, il faut la signature du préfet. Et moi, c'est sur quoi je voulais juste... m'arrêter quelques secondes avec vous, enfin plus que quelques secondes. Les gens, ils disent qu'ils parlent 10 minutes, mais ils parlent jamais 10 minutes. Mais bon, tu as le droit à 12 minutes. Bon, ok, j'ai déjà dépassé mon temps. Alors donc, moi, ce qui m'intéresse de voir avec vous, c'est la liste. Alors, il y a toute une liste dans le certificat, toute une liste de ces symptômes pour l'hospitaliser, parce qu'on ne peut pas hospitaliser comme ça pour rien. Et dans la liste, Ah, c'est vrai. Joseph, il a de l'empathie. Voilà quelqu'un qui a de l'empathie. Il a compris que je me tourne. Alors, dans la liste, je voulais juste voir avec vous, relever le fait qu'on la suit partout.
Des agents sont postés pour la surveiller. On entre dans sa chambre en son absence, c'est ce que j'ai mis en vert. Hein. On envoie des gaz dans sa chambre et on veut la tuer pour s'emparer de ses tableaux. Alors, on est en fin juillet, début août 1941. C'est étrange, vous ne trouvez pas? Je veux dire, on sait aujourd'hui, enfin on a su après, que ce qu'elle redoutait, eh bien, c'est arrivé non pas à elle, grâce à Dieu, grâce à l'hôpital psychiatrique. Merci certains hôpitaux psychiatriques, parce que les hôpitaux psychiatriques à la guerre, c'est encore une autre affaire. Ça a été dramatique, mais bon. Mais enfin, elle a survécu en étant hospitalisée parce qu'elle disait des choses qui étaient ce qu'on appelle délirantes, c'est-à-dire psychotiques. Ça veut dire qu'elle a des visions, elle a des pensées qui sont qu'on évalue, qu'on juge non réelles. Donc, voilà un des premiers aspects d'Esther Karp que je vous propose, hein, qui est que, eh bien voilà, une personne qui est hospitalisée, qui est diagnostiquée psychotique, on va dire les choses assez rapidement, et qui, en fait, nous annonce, enfin, les lois de Vichy ont déjà eu lieu, mais la déportation, le gazage, la spoliation des biens des Juifs, c'est quelque chose qui va arriver, qui n'est pas arrivé encore, au moment où elle dit qu'elle pense qu'on lui fait ça, à elle. Et alors, première proposition, qu'est-ce qu'on fait du discours des fous, en fait, hein? Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait des fous, en fait? Comment on pense les fous? Alors, c'est des malades qui sont atteints d'un mal personnel, privé, c'est-à-dire elle dit des choses et on dit oh là là, la pauvre Esther Karp, faut vraiment qu'on la calme, enfin qu'on arrête le délire. Alors depuis 1952, on a des médicaments pour tasser tout ça, hein. Mais enfin à l'époque on l'enferme. Soit donc elle a un problème personnel, elle délire, elle est malade, soit elle évoque, enfin, par son mal, par sa maladie, elle évoque une question qui concerne son collectif. Alors, dans le premier cas, donc, je disais, qu'est-ce qu'on fait? On lui administre des neuroleptiques aujourd'hui, ça tasse tout, ça tasse le délire, ça tasse la personne aussi, ça tasse la libido, ça tasse l'activité intellectuelle, etc. Et dans le deuxième cas, si elle est, en fait, elle est malade parce qu'elle est prise, enfin, comment dire, elle est une espèce de réceptacle d'un message qui va intéresser sa famille, ses voisins, sa communauté. Et à ce moment-là, évidemment, on va faire le contraire de la faire taire. On va la faire parler, puisqu'on est intéressé à savoir de quoi il s'agit. Et il faut quand même décoder, il faut qu'on trouve quelqu'un qui décode ce qu'elle est en train de nous dire. Bon, alors le problème, c'est... pour décoder un discours, il faut être dans la langue du discours. Alors, on a vu que Esther Karp était une femme yiddish, du monde yiddish, sa langue maternelle, sa langue de pensée, sa langue de sensation, sa langue sexuelle, enfin, tout ce qu'elle vit, quoi, c'est en yiddish. Et donc, il faudrait trouver quelqu'un qui, dans le monde yiddish, va pouvoir nous expliquer quel est le message. Je fais un peu de la... Je sais pas, c'est une espèce de... science-fiction rétrospective. C'est-à-dire que si quelqu'un avait écouté Esther Karp, alors quelqu'un c'est qui dans le monde d'où elle vient, c'est ce que je vous propose. Elle vient d'un monde yiddish, d'un monde, je pense, au vu des peintures. Elle n'est pas encore venue me visiter en rêve. Tu as rêvé de... Non, pas encore. Bon, ça va venir. Je pense qu'il va y avoir des gens qui... Peut-être que Agathe a rêvé d'elle. Bon, je pense, je fais l'hypothèse, parce qu'apparemment, pour l'instant, on peut peut-être le savoir, mais je pense qu'elle vient d'un monde chassidique, vu que c'est une famille de musiciens. Si c'était des mitnagdim, des mecs un peu stricts, tu vois ce que je veux dire? Genre les Vinas, tout ça, des mecs un peu sérieux comme ça. Ils ne font pas de musique. Enfin, si, justement, ils en font, mais bref. Mais je vais dire, on ne fait pas la fête, on ne fait pas des peintures, etc. On a tendance à penser que c'est des choses qui sont assez... Enfin, bref, je fais l'hypothèse qu'elle vient d'un monde chassidique et qu'elle est possédée, donc... elle est possédée par des êtres, alors des chédim, je sais pas comment, en français, des démons, des choses comme ça, ou des diboukim, des dibouks, des êtres, des morts en errance. Bref,
qui l'informe. Et c'est ça mon hypothèse, c'est qu'il aurait peut-être fallu... Enfin, il aurait pas... Non, je dis n'importe quoi, mais... Si aujourd'hui, j'avais Esther Karp devant moi dans un dispositif dans lequel je travaille d'ethnopsychiatrie, eh bien évidemment, je ferais venir quelqu'un qui parle yiddish, donc j'irais demander à Régine, qui est dans la salle, ou enfin des gens de la maison de la culture juive et culture yiddish, et je dirais, mais qu'est-ce qu'elle dit, de quoi elle parle, et est-ce qu'on peut avoir, enfin, est-ce qu'elle nous indique, est-ce qu'elle nous informe sur quelque chose qui nous concerne, qui va nous arriver? Voilà, et donc c'était mon hypothèse de travail, et donc, mon hypothèse concernant cette artiste, et c'est ce que je me dis, on pourrait, c'est-à-dire, si elle est possédée par des êtres, par un être ou par des êtres invisibles, ça pourrait nous expliquer le fait qu'elle vive de façon pas du tout normale, qu'elle vive dans une telle précarité, qu'elle soit aussi inspirée. Ce sont des êtres qui, à la fois, les Shedim ou les Dibukim, c'est des êtres qui sont très présents, qui inspirent les artistes, qui peuvent les inspirer, et en même temps qui un peu les persécutent, au fond, parce qu'ils ont un petit côté, c'est des caricatures de juifs ashkénazes, c'est-à-dire narcissiques, qui veulent prendre toute la place, etc. Donc, en fait, ils l'empêchent... Bon, c'est vrai que c'est un peu... Ouais. Enfin, en fait, on copie nos êtres qui nous possèdent. Et donc, il l'empêche d'avoir accès à d'autres humains. Et donc, voilà, c'était l'hypothèse que j'avais soumise à Pascal, qui m'a dit peut-être qu'on peut regarder pourquoi il y a autant de présence dans ces œuvres, il y a autant il y a énormément de personnages, de visages, il y a plein de vêtements, et dire qu'elle vit seule. Apparemment, les gens qui l'ont connue n'ont jamais vu cette femme avec un homme, n'ont jamais vu cette femme avec une famille, avec des êtres, avec des copains. Enfin, si, ils ont vu qu'elle fréquentait les gens, mais son être est profondément un être de solitude. Et donc, ma proposition était presque une proposition un peu, un peu paradoxale. Mais au fond, d'un point de vue clinique, tout à fait juste, je peux vous le garantir. C'est-à-dire qu'en fait, elle est habitée par des gens invisibles, qui prennent toute la place, et du coup, les visibles, elle peut pas, n'ont pas de place dans sa vie. Voilà. Écoute, alors donc, ça c'est Baruch, c'est Charenton. Alors Henri Baruch. Donc, il faut des interprètes, il faut des médiateurs. Oui. Alors Baruch, je ne sais pas s'il a été un médiateur. Baruch était un psychiatre génial qui a dirigé l'hôpital de Charenton. Donc je bats les records de temps là. Hein. Vous êtes d'accord? C'est terrible ce que je fais. J'ai critiqué les autres parce qu'elles étaient trop longues, et moi je suis pire que tout le monde. C'est comme ça. Vraiment. Alors, mais j'avoue. Donc, je suis pardonnée. Oui, elle a demandé... elle s'est fait hospitaliser... Alors, je ne connais pas la périodicité. C'est-à-dire que pendant la guerre, elle est hospitalisée, ce qui visiblement la sauvera. Je ne sais pas combien de temps, mais je fais l'hypothèse que c'était tout le temps de la Shoah, quoi. Oui. Après, elle sort de là et elle revit... dans Paris, avec ses différentes habitations. Et puis, elle est réhospitalisée de façon définitive. Je parle de la psychiatrie. Au début des années 60, elle se retrouve en Bretagne, dans un hôpital psychiatrique, et là, en Bretagne, je ne sais pas comment elle se retrouve là-bas, mais elle fait un courrier, et elle demande à être hospitalisée, internée chez Baruch, Henri Baruch, qui était un psychiatre absolument, un personnage très original, mais bon, on n'a pas le temps, mais voilà, c'était quelqu'un d'important, et donc elle est restée à Charenton jusqu'à pratiquement sa mort. Enfin, elle est morte dans un autre hôpital, mais de problèmes médicaux. Et donc, une partie des œuvres d'Esther Karp, on connaît une partie de ces œuvres parce qu'elles ont été reproduites dans un ouvrage à l'occasion de la publication d'un article de 2 psychiatres qui se sont retrouvés, qui l'ont connue, qui l'ont prise en charge, qui ne savaient pas qu'elle était... que c'était quelqu'un qui produisait autant et qui a produit donc la dernière partie de sa vie, qui a beaucoup produit des œuvres au stylo, et on a les reproductions de ces œuvres. Bon, voilà. Excusez-moi pour le temps que j'ai passé. Merci Nathalie. Non, c'est toujours difficile de faire des hypothèses, mais c'est vrai qu'on a parfois besoin d'hypothèses parce qu'on a très peu de sources. Mais qu'en tout cas...
comment dire ça, la vie d'Esther Karp à l'hôpital psychiatrique a été déterminante. On va en parler maintenant avec vous, Anne-Marie Dubois. Elle n'est pas la seule à être artiste, à avoir continué de travailler en tant qu'artiste au sein de l'hôpital psychiatrique. Ça a été possible, en tout cas Henri Barouk lui a permis de pouvoir continuer de travailler. D'ailleurs, s'il y a dans la salle des personnes qui détiennent des œuvres qu'Esther Karp a fait à l'hôpital psychiatrique au Stylobi, je suis intéressée pour recevoir des photographies parce que je les cherche désespérément. J'espère qu'avant la fin de l'exposition, d'autres œuvres sortiront et qu'on pourra les découvrir. En tout cas, voilà, ce contexte est un contexte certes singulier, mais le cas d'Esther Karp n'est pas unique. Et vous, Anne-Marie Dubois, au musée d'art et d'histoire de l'hôpital Sainte-Anne, vous avez dans vos collections donc d'autres artistes qui ne sont pas Esther Karp, mais qui ont des parcours de vie proches du sien. Est-ce que vous pourriez nous en parler pour permettre un peu une mise en contexte et comprendre voilà, comment ce parcours d'Esther Karp est à la fois singulier et peut-être pluriel? Merci infiniment. J'étais très intéressée par Esther Karp, ce d'autant plus que, et donc très intéressée par le coup de fil que vous m'avez passé, qui m'a beaucoup séduit parce que très souvent, on nous a demandé par mail ou par téléphone si, dans le musée d'art et d'histoire de l'hôpital Sainte-Anne, enfin qui ne s'appelait pas forcément comme ça il y a 10 ans, mais on ne détenait pas des œuvres d'Esther Karp parce qu'elle aurait aussi été hospitalisée à Sainte-Anne. Je ne sais pas exactement quand, je n'ai pas les dates. Je sais qu'elle a été dans plusieurs hôpitaux de la région parisienne, donc Villejuif, Saint-Maurice, sans doute Sainte-Anne. Mais non, à chaque fois, nous avons cherché, nous avons même perdu la revue qu'on a fini par retrouver, qui était une revue éditée par un laboratoire du temps où Delay, Volma à Sainte-Anne, donc s'occupait déjà de ce qui allait devenir ensuite la collection Sainte-Anne puis le musée. Et ils avaient fait une publication qui est restée assez longtemps d'ailleurs, qui s'appelait l'art psychopathologique. On reviendra peut-être sur ce genre de terme. Mais cette revue, vous nous l'avez demandé, et on a, je crois, à peu près toute la collection, sauf ce numéro. Voilà comment je suis arrivée jusque-là. Alors, peut-être, c'est difficile il y a des artistes hospitalisés à Sainte-Anne depuis le 19e siècle, enfin, donc depuis le début de l'hôpital Sainte-Anne. Il y a cet aspect-là, et puis il y a la création de cette collection et la création du musée ensuite. Donc il y a une très longue histoire des liens entre l'art, la psychiatrie et l'hôpital Sainte-Anne. Mais peut-être pour donner deux exemples, qui sont des exemples très différents, je vais évoquer, vous avez évoqué les hôpitaux psychiatriques pendant la guerre, donc je vais évoquer la guerre et Sainte-Anne pendant la guerre, de façon très étonnante, mais certains historiens de cette période de Sainte-Anne pendant la guerre en ont trouvé les raisons. De façon très étonnante, c'est un hôpital où les gens n'ont pas eu faim, n'ont pas eu froid, ils ont été très bien traités. Par ailleurs, l'hôpital s'était doté d'une autre mission qui a été de protéger des artistes juifs dans leurs murs. Et nous avons effectivement à l'hôpital Sainte-Anne des œuvres d'un peintre que sans doute vous connaissez, qui s'appelle Léon Schwarz-Sabris, qui était un peintre montmartrois et qui a été hospitalisé avec des faux certificats, même s'il en a beaucoup joué, mais il a donc le personnel était tout à fait complice du fait qu'on pouvait hospitaliser et garder hospitalisé un certain nombre de personnes qui avaient besoin d'attendre que cette guerre s'arrête. Voilà. Donc il est sorti à ce moment-là. Il a été et il a réalisé au sein de l'hôpital des grandes toiles que nous avons dans la collection, et qui sont des toiles d'ailleurs faites avec des matériaux de récupération, des châssis qui sont des tables ou des portes, puis des draps, mais des toiles avec très néoclassiques, académiques, mais qui sont des scènes de la vie de l'hôpital. Voilà. Ça, c'est un premier exemple. C'est
une des caractéristiques des œuvres de la collection Sainte-Anne, et là je vais faire un petit encart, ça n'est pas, comme monsieur le directeur du musée l'évoquait tout à l'heure, ce ne sont pas des œuvres d'art brut, ce ne sont pas non plus des œuvres uniquement de malades, ce ne sont pas non plus des œuvres uniquement venant de Sainte-Anne ou venant de France. Il y a aussi des œuvres de plein d'autres pays et de plein d'autres significations. La majeure partie sont des œuvres réalisées par des personnes qui ont été malades à un moment ou à un autre de leur vie, mais ce ne sont pas forcément que des œuvres de Sainte-Anne et que des œuvres de gens qui ont été malades. Le deuxième exemple que je voulais citer, c'était le cas d'Onique Azourne, qui est à peu près... qui est, alors là, totalement différent de l'histoire de Schwarz-Maurice, mais c'est une artiste ayant apparenté pour certains au groupe surréaliste et qui a été une grande amie de Michaud. Vous verrez que j'évite de dire que c'était la femme de belle-mère en premier, parce que c'est toujours comme ça qu'elle est présentée. Donc c'est un peu gênant d'être définie uniquement par cette appartenance. Donc elle a été très malade dès les années 50, 56, 57, et elle a été hospitalisée à Sainte-Anne à partir des années 61. Et pour répondre à une de vos interrogations, Monique Azourne a toujours continué à travailler quand elle était hospitalisée. Alors bien sûr, pas dans les moments où elle était en épisode délirant ou quand elle était franchement déprimée. Il y a eu ces deux aspects-là, mais indépendamment de ces moments de crise, quand elle était encore hospitalisée, elle travaillait beaucoup dans sa chambre. Et Michaud, qui était celui qui l'a le plus encouragée dans cette poursuite de sa création à l'intérieur de l'hôpital, lui a apporté ses encres, son matériel, son papier. Je ne vous dis pas à quel point il y a des anecdotes savoureuses qui pourraient nous amener à d'autres considérations, qui sont que le personnel de l'hôpital dans les années 60 avait du mal à laisser Michaud repartir avec les productions parce qu'il souhaitait, pour des raisons que j'ignore, ou plutôt que je préfère ignorer, ne pas... Rassurez-vous, Michaud a réussi à sortir les œuvres qu'Onique Azourne a réalisées dans sa chambre. Elles ont malheureusement été éparpillées d'une autre façon par la suite, quand les collectionneurs d'art brut se sont passionnés pour elles, disons. Mais on a un peu une histoire similaire, si je puis dire, enfin similaire, pour Esther Karp, c'est-à-dire que les œuvres, elle en tout cas, elle les a cachées, a empêché qu'elles sortent, mais néanmoins, après la publication de cet article, on ne sait pas ce que sont devenues les œuvres. On les a. Alors c'est peut-être un autre volet que j'aurais voulu développer. Il y a à l'hôpital, alors c'est un hôpital qui a été énormément visité par les surréalistes, les écrivains, les psychanalystes, etc. Donc la vie artistique y a toujours été très, très, très intense. Avant la guerre, disons, évidemment, certains artistes étaient hospitalisés. Évidemment, dans les conditions dans lesquelles, je vous l'ai dit, ils ont pu, la plupart du temps, continuer leurs travaux à l'intérieur de leur chambre ou du service dans lequel ils étaient. Mais effectivement, la sécurité de leur production n'était en rien assurée. D'autres problèmes sont survenus par la suite, quand après... il y a une date charnière, si vous voulez, qui est la date de 1950. En 1950, il y a eu à la fois le premier congrès mondial de psychiatrie à Paris, une exposition dite internationale d'art psychopathologique, où des pays du monde entier ont apporté les productions spontanées que les malades réalisaient dans leur chambre ou dans leur hôpital, comme par exemple Aloïse Corbaz. Elle a toujours réalisé ses productions à l'intérieur des lieux où elle a été hébergée.
Donc, il y a eu cette grande exposition, et à la suite, d'où la naissance de la collection Sainte-Anne, à la suite de cette exposition, les œuvres ont été données en don à l'hôpital. Donc, c'est le point de départ, si vous voulez, de la collection. D'où une collection polymorphe qui regroupe des œuvres de 17 pays différents. Enfin, non, les 17 ne sont pas restés. Une dizaine de pays différents. Et puis des œuvres qui ont des liens avec la psychiatrie, mais qui ne sont pas forcément des œuvres de malades. Voilà. Les choses se sont compliquées par la suite, parce que après ou pendant ce premier congrès mondial de psychiatrie, des psychiatres à la fois états-uniens et brésiliens ont fait part de leur expérience de l'utilisation d'une pratique artistique à des fins thérapeutiques, et mes lointains prédécesseurs comme Delay, Volma, enfin de ce service de Sainte-Anne, ont créé les premiers ateliers de peinture à visée thérapeutique ou à visée occupationnelle. À l'époque, c'était pas très clair. En tout cas, dès les années 54 à Sainte-Anne, ont été produits aussi des œuvres dans des ateliers thérapeutiques. Donc, ça faisait un dispositif assez compliqué à protéger, à comprendre, à gérer, et il ne fallait pas mélanger non plus les œuvres qui avaient un caractère historique, un caractère de témoignage, et bien sûr des œuvres qui étaient une part intime de ceux qui les réalisaient et qui allaient dans les ateliers thérapeutiques à ce moment-là. Mais la question s'est toujours posée de qu'est-ce qu'on fait de ces œuvres-là. Donc il est possible que Esther Karp n'ait pas voulu que le monde hostile qui l'environnait, en tout cas dans sa tête, ait voulu donner à voir les dernières choses qu'elle a faites. Je pencherais plutôt pour penser que ces œuvres sont quelque part. Je suis comme vous, je suis sûre qu'elles vont réapparaître. Quelques-unes sont réapparues sur le marché, j'ai bon espoir. Oui, bon. Donc, pour terminer, si j'ai encore 2 minutes. Une minute. Il était donc totalement nécessaire, compte tenu de l'histoire de l'hôpital de Sainte-Anne, de l'histoire de la collection à partir des années 50, et de cette longue histoire de plus d'un siècle, de créer une structure progressivement, bien sûr, ça a pris des années et des années, qui soit susceptible de protéger les œuvres, de problématiser ce que sont ces œuvres et ce qu'elles ne sont pas. Pour nous, elles ne sont absolument pas un reflet de la vie inconsciente ou un reflet de la vie des personnes, et ni dans les ateliers, ni dans les expositions que nous faisons très régulièrement, nous proposons des interprétations à ces œuvres. On les prend pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des témoignages artistiques ou des témoignages humains, qui sont à intégrer à une histoire de l'art et pas forcément à une histoire de la vie psychique ou à une histoire de la psychiatrie. Donc il fallait trouver une structure. C'est pour ça qu'on a pu présenter un projet scientifique et culturel qui présentait ces deux fonds, un fonds historique et un fonds, disons, scientifique, et qui ont pu recevoir l'appellation Musée de France en 2016, ce qui rend toutes ces œuvres inaliénables et à l'abri des tentations diverses, parce que Dieu sait si les ateliers de création pour les malades sont l'objet de tentations multiples de collectionneurs, et aussi pour protéger les œuvres historiques et continuer à travailler autour des liens entre l'art et la psychiatrie. Je vous remercie. Merci Anne-Marie.